À la une dans ce journal, les habitants du quartier Ewabora lancent un cri d'alarme aux autorités provinciales pour la construction d'un marché moderne, car le marché présent est dans un état de délabrement avancé. La construction d'un lieu de négoce sera un soulagement pour cette population qui souffre pour s'approvisionner en produits de première nécessité. Le détail, c'est dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Une pollution de l'environnement s'est fait remarquer au quartier Jolicite, derrière l'hôtel Moon Palace. Les habitants de ce coin accusent l'hôtel d'avoir transformé le canalisation en fosse septique. L'eau de ces derniers dégage une odeur nauséabonde qui indispose la population. Moon Palace, quant à lui, octroie la responsabilité à l'OVD à la population elle-même qui confond le canalisation aux poubelles. Reportage de Freddy Sangwa rendu par Élise Assoumani. Cette eau dégage une odeur nauséabonde. Elle coule jusqu'à polluer les parcelles des habitants. Ceci est un grand risque sanitaire pour ces derniers. Selon eux, l'hôtel Moon Palace a transformé cette rigole en une fosse septique. Ces eaux proviennent des fosses septiques de Moon Palace. Ce même restaurant a déjà placé les tuyaux de ces fosses en route dans les rigoles. Avant que l'on ne place ces rigoles, ces tuyaux étaient orientés chez les voisins qui ont beaucoup souffert. Au moment où je vous parle, si vous entrez à l'intérieur de ces restaurants, vous ne trouverez pas de fosses septiques. Ce sont les eaux des puits perdues. Ils les font couler pendant la journée. Cette eau dégage une très mauvaise odeur. Ça nous indispose. Quant aux responsables de l'hôtel, cette eau ne provient pas des fosses septiques. Ils affirment que la canalisation d'eau n'est pas leur apanage, mais plutôt celui de l'OVD. Parce que moi, de notre côté, je peux vous dire qu'on n'a jamais déversé les fosses septiques dans nos canalisations. Nos fosses septiques, nous avons un camion vidangeur. Si c'est plein, le camion vidangeur est là, ça vide et l'environnement nous donne un endroit où on va déverser ça. Parce que l'eau qui coule ici sont de l'eau de la bianderie, juste pour les amener là derrière. Nous avons fait appel à l'OVD. L'OVD nous a amenés dans une chambre où l'eau passe, où ça va du côté CEP. C'est presque à 560 mètres d'ici. OVD aussi rejette toutes ces accusations. Le but était d'évacuer ces eaux-là, les amener vers un drain qui ça a été fait à 100%. À terminer les travaux. Là, ce qui se pose comme problème, c'est quoi? C'est l'entretien de cette ouvrage. C'est pas l'OVD qui utilise l'ouvrage. C'est mon palace avec tous ces déchets de cuisine, je vous disais, tout ce que vous voulez. Les évacuer là-bas. Ils doivent s'occuper également de l'entretien. On n'a pas signé un contrat avec Moon Palace pour procéder à l'entretien de cet ouvrage-là. Selon les responsables de Moon Palace, la population doit savoir différencier une canalisation d'eau d'une poubelle. Ils affirment que cette odeur est due au fait que les habitants jettent des déchets dans des tranchées. La carrière Cove est envahie jour après jour par les trésors artisanaux qui sont en train d'extraire de minerais illégalement. Sur ce, le chef de la cité de Moussonoï a procédé à une opération de sensibilisation pour la démolition de tentes construites aux alentours de cette carrière. Les artisans sont d'accord, mais ils demandent une mesure de grâce avant la démolition. Reportage. C'est en ces termes que Jackson Mouteba, chef de la cité de Moussonoï, commence sa sensibilisation pour que ces créateurs artisanaux déménagent de cet endroit qui est transformé en centre de négoce. Des motocyclistes, des vendeurs et des créateurs ont choisi d'office l'avenue Luebo comme lieu de toute activité. Même des négociants profitent de cette occasion pour acheter des minerais venus de la carrière Cove. Deux actes qui sont à décourager, raison de la présence du chef de quartier, conscient du danger. Si je suis ici, c'est parce que les gens ont construit illégalement un marché, parce qu'ils sont sur la route et cela pourrait occasionner des accidents. Raison pour laquelle mes collègues et moi sommes venus ici pour essayer de les délocaliser afin qu'ils entrent. Ils ont compris le message du chef de quartier, mais ces vendeurs ne reconnaissent pas avoir hébergé des inconnus dans leur restaurant. Lorsque nous faisons notre travail, nous ne pouvons pas héberger les gens que nous ne connaissons pas. Il y a ceux qui viennent de Lubumbashi, Fungurome et Likasi. Eux-mêmes savent où ils vont se loger.
Il est difficile de voir les personnes qui sont dans les installations de la carrière d'une entreprise de la place. Certains creuseurs utilisent le slogan « Le peuple d'abord » pour prendre le minerai illégalement. Impuissante, l'entreprise ayant en charge cette concession ne sait plus quoi faire pour stopper ces mouvements incontrôlés des creuseurs. Le marchand du quartier Ewabora exerçant leurs activités sur le marché Jean-Marie Casséa étalent leurs articles à même le sol. Ils sont dépourvus de étalages. Certains sont construits avec 2 bâches. Ils déplorent ces mauvaises conditions de vente et d'achat. Leur souci est de voir agir les autorités provinciales. Reportage de Ken Pangwe rendu par Ruth Mukina. C'est le seul marché qui aide les habitants du quartier Ewabora et ceux des golfs, mais il n'est pas en bon état. L'huile, les haricots, les patates douces, la farine se vendent par terre suite au manque des étalages. Les marchands sont sous soleil par absence d'hangar. Ce marché est très négligé par les autorités et surtout pendant cette période sèche, il y a beaucoup de poussière. Nous vendons par terre. Ils nous ont promis il y a longtemps qu'ils vont nous construire, mais jusque-là, aucune réaction. Nous demandons aux autorités de la ville de construire pour nous les rayons. Regardez comment les aliments sont exposés par terre. Surtout pendant la période pluvieuse, ces derniers souffrent. Nous voulons que les autorités nous viennent en aide, qu'ils construisent pour nous les hangars. Regardez comment nous sommes dans la poussière. Ils souhaitent voir les autorités compétentes de leur venir en aide pour construire un nouveau marché. Poursuivant ce journal, les militants de l'UDPS se sont soulevés ce mardi 11 juin à Lubumbashi. Des centaines de sympathisants de Jean-Marc Kabound ont assiégé l'hémicycle louchois pour dénoncer l'outrage au chef de l'État commis par le Front commun du Congo, FCC. Des pneus ont été brûlés accompagnés de chants hostiles devant l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Reportage de Junior Kaniki depuis Lubumbashi. À Lubumbashi, les militants de l'UDPS ne sont pas restés indifférents. Quelques centaines de parlementaires debout du parti au pouvoir ont marché ce mardi 11 juin pour condamner les propos des députés du HCC. Dans la foulée, le drapeau de l'UDPS flotte, les calicots sont à main, sous lesquels est mentionné mise en garde aux députés du HCC. Plus question du mariage FCC caché. Il n'y a qu'un seul président, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Dans leur mémo, les manifestants condamnent les propos de Charles Nawej et demandent à la présidente de l'Assemblée nationale de jouer son rôle et veiller au respect de la Constitution. Nous, IDPS avons appris avec consternation et amertume les comportements de nos partenaires du FCC et constatons par la suite l'indifférence de la présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Jamil Mabunda, motivée par le matérialisme politique et constitutionnel quant à ce. Et recommandons ce qui suit. Interpellons la présidente de l'Assemblée nationale de jouer son rôle et de veiller au respect de la Constitution de la République du Congo ainsi qu'au respect du règlement intérieur du Congo. Exigeons les excuses publiques de la part de l'honorable Charles Nawej pour ses propos outrageants à l'endroit du chef de l'État. Au cas contraire, l'IDPS posera toutes les actions judiciaires nécessaires. Le cortège allait de Matipicha au bâtiment du 30 juin, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. L'avion de Moïse Katumbi n'a pas pu atterrir à Goma. Son arrivée a été reportée pendant que le Gomatracien était déjà prêt pour l'accueillir. Toute l'ambiance qu'ils ont réservée s'est transformée en émotion et tension. Regardez comment ça s'est passé dans ce reportage de nos confrères de RTGM de Goma. En premières heures de la matinée, la ville de Goma vibrait déjà au rythme de l'arrivée du coordonnateur de l'AMOUKA.
Des affiches et banderoles inondaient les principales artères de la ville touristique. Des messages de mobilisation pour aller accueillir Moïse Katumbi Tchiapou étaient diffusés sur différentes chaînes de radio et télévision. Des militants et sympathisants de la Mouka et Ensemble pour le changement et autres cadres de ces regroupements politiques affluaient déjà à l'aéroport international de Goma sous haute sécurité des éléments de la police nationale congolaise fortement déployés dans les carrefours et milieux stratégiques de la ville touristique. Bref, la mobilisation était totale. 14h22 heure locale, un message Twitter annonce le report par Moïse Katumbi Tchiapou lui-même de son arrivée à Goma vu que son avion n'a pas toujours obtenu l'autorisation d'atterrissage. Soudain, l'émotion et la tension montent d'un cran au sein des militants en liesse à l'aéroport international de Goma. Des échauffourées éclatent entre policiers et militants, des véhicules de la MONUSCO et ceux des particuliers caillassés, des barricades posées sur la chaussée. Bref, la circulation a été perturbée pendant quelques minutes avant que la police ne rétablisse l'ordre. Arrivée reportée du Tiarman à Goma, plusieurs katumbistes se sont dit profondément inquiets. Cette déception-là, nous n'en prenons pas comme un choc, mais plutôt comme une victoire. Parce que le combat vers l'état de droit, le combat pour arriver à avoir un état digne de ce nom est encore long. Nous devons faire tout pour que l'état de droit puisse s'installer. Nous devons faire tout pour que tous les Congolais puissent jouir de leur liberté dans leur pays. À l'autorité de l'aviation civile, je lui appelle à la retenue. Je l'appelle à la retenue. Mais aussi, c'est une occasion pour nous de lancer une dernière mise en garde. Une dernière mise en garde parce que la prochaine fois, s'ils osent décider ainsi, nous passerons à une vitesse supérieure. C'est-à-dire, nous passerons outre mesure. Pour Patrick Mundeke, conseiller de la jeunesse de Moïse Katumbi Tchiapou, la lutte continue pour faire triompher la démocratie. Se commence à se poser des questions. Est-ce que les démons ne sont vraiment pas sur les trônes du président de la République, de la RDC? Baisser les bras, non. C'est notre pays. Nous n'avons que ce pays. Et eux, ils ont leur façon, leurs approches, leurs méthodes. Et nous n'avons que le Congo. Et nous devons nous battre pour que les droits de chaque citoyen, pour le respect des lois de la République, pour le respect de notre Constitution, afin que nos enfants héritent, évidemment, comme le dit notre hymne national, d'un pays plus beau qu'avant. Soulignons qu'à l'arrivée de l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, un meeting était prévu au stade d'Afia. En tout cas, ce n'est que partie remise. Martita Kouzolemba, Goma, RTG. Le centre du Mali est une nouvelle fois endeuillé après une attaque meurtrière. C'est dimanche 9 juin 2019. Des hommes armés ont tué au moins 95 personnes dans le village d'Ongan de Souban, près de la ville de Sanga, dans le cercle de Badiangara, une action qui n'a pas encore été revendiquée. Nous précisions avec Ruth Moukena. Lorsque les assaillants sont venus dans les hameaux de Soban, situés dans la commune rurale de Sanga, les autochtones ont dans un premier temps pensé à des voleurs de bétail et se sont alors cachés dans des cases. Très rapidement, des hommes armés ont montré leur vrai visage. Ils étaient venus pour tuer. À l'aide d'armes blanches et des fusils automatiques, ils se sont attaqués aux 300 habitants. Ils ont également brûlé de nombreuses cases. À l'intérieur, il y avait notamment des femmes et des enfants. Selon un témoin à l'est du hameau, un groupe d'hommes tentait de défendre ces villages d'Ogan. Tous auraient été massacrés. Ce lundi, selon un bilan provisoire, au moins 95 civils ont été tués et des survivants traumatisés. Il y avait au moins 9 blessés graves, précise un élu de la région. Après la tragédie, les deuil s'est installé non seulement sur place, mais aussi les localités voisines ainsi qu'à Bamako. À l'absence du président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, en voyage, c'est le premier ministre Bougou Cissé qui gère directement la situation. Il a fait publier un communiqué et dépêcher sur place un renfort de troupes ainsi qu'une délégation. À Bamako, il dirige une cellule de crise. Selon Kenekou Dara, propriétaire du campement touristique Amitié d'Ogon, situé à 17 km de Soban, se trouve dans la localité depuis 6 heures du matin. C'est lundi avec les militaires. Il indique que l'attaque a duré de 17 heures juste à 1 heure du matin avant de confirmer que 95 corps calcinés ont été trouvés et que parmi les 300 personnes qui comptaient les villages, seules 56 personnes ont répondu à l'appel que l'armée a essayé de lancer. Les violences dans les centres du Mali sont régulières. Le 23 mars dernier, les massacres d'Ogosagou avaient provoqué une onde de choc. Le gouvernement avait alors annoncé le démantèlement des milices d'autodéfense
défense et le démarrage d'un vaste programme de désarmement. Yaya Sangaré, ministre malien de la communication, pointe du doigt les terroristes et appelle à l'apaisement pour éviter une nouvelle escalade de la violence. Une enquête est en cours. Le président Ibrahim Boubacar Keïta doit se rendre sur place dans les jours qui viennent. Qui est donc derrière cette nouvelle attaque meurtrière dans les centres du Mali? Ibrahim Maïga, chercheur à l'Institut d'études de sécurité basé à Bamako, reste très prudent sur l'identité des assaillants. Mesdames, Messieurs, c'est la fin complète de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. L'actualité reste en continu sur www.wango.info. À très bientôt.